questions et puis vous répondrez. Donc, Michel. Oui, une question à Pedro sur l'identité, parce que c'est pas mal de savoir à qui on a affaire. L'identité de Vox, est-ce que dans leur message, enfin, plus ou moins subliminalement, ils disent qu'ils sont anti-démocratie? C'est-à-dire que, ou alors est-ce que c'est déguisé, est-ce qu'ils se disent libéraux? Parce que soit il y a quand même derrière une nostalgie, quand même il y a un passé de la dictature, et derrière en fait en réalité ce qu'ils veulent, ou pas, enfin est-ce qu'ils ont un message là? Parce que ça a à voir avec les libertés. Et si on fait un discours pour lutter contre l'extrême droite, il y a aussi le fait que si on fait un tableau gain en liberté, perte en liberté, on a des arguments en disant que la liberté à tous est supérieure à celle qu'on peut faire. Enfin bon, c'est une question de oui. On va peut-être passer à quelques questions. Ça va pas exactement. Alors, j'ai une question évidemment pour Pedro. Alors, à l'instar en France, on a des républicains qui avant étaient la droite modérée, centre-droite, qui est là et en face dans les sondages d'Éric Ciotti, qui est quand même la droite des LR. Est-ce qu'en Espagne également, on a tendance à voir la droite modérée espagnole qui commence à tendre vers la droite, à l'extrême droite également? Moi j'ai une question sur la dédiabolisation. La montée de Éric Zemmour permet, à mon sens aussi, au RN de se dédiaboliser encore. Par exemple, sur l'affaire Lola récemment, il y a Éric Zemmour qui a énormément communiqué dessus, et le RN, qui avait prévu à la base de faire une manifestation, a finalement rétro-pédalé pour ne pas participer aux manifestations et s'écarter un petit peu de ça. Comment est-ce qu'on fait pour en quelque sorte ne pas les désolidariser et dire que Éric Zemmour devient l'extrême droite de l'extrême droite et que du coup le RN n'en profite pas pour dire bon bah finalement il y a une extrême droite qui existe et nous, l'extrême droite, finalement on est à la droite. J'ai l'impression qu'il y a deux composantes, notamment dans ce que Marine a expliqué, dans ce que notre camarade PSO aussi expliqué. Alors certes, il y a un combat moral qui est indispensable contre toutes les thèses fascistes, négationnistes, racistes et autres. Ça, on ne peut pas le lâcher. Mais est-ce que tout de même... Alors, j'allais dire l'essentiel. Non, ce n'est pas essentiel puisqu'on a besoin des deux. Mais est-ce que finalement, le plus gros effort, ça ne devrait pas porter sur le fait, parce que le premier, bon, ça c'est un effort, mais je veux dire, ce sont de telles évidences pour les républicains que c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être plus facile à faire, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus évident à faire, on va dire. Est-ce que le deuxième effort, tout de même, qui est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais de répondre aux attentes des gens. Je ne veux pas rentrer dans les détails et de ne pas taper complètement à côté. Hier soir, nous avions une réunion de sections en visio avec d'autres sections dans le pays qui décrivaient la montée de l'extrême droite dans des territoires très différents du territoire parisien, donc très différents du territoire d'Île-de-France. Et un camarade de Lyon, je vais m'arrêter là, a dit, ben voilà, il y a une circonscription où on savait qu'ils allaient gagner, et là, ils ont gagné. Et il y a une autre circonscription où on a été vraiment étonné qu'ils aient gagné. Ils ont gagné de justesse, et il y a eu 4000 bulletins blancs et nuls. Et il dit, et son analyse, c'est qu'il y a eu 4000 bulletins blancs et nuls parce que c'était une candidate EELV qui ne répondait absolument pas aux besoins de la population. Il a poursuivi en disant, quand quelqu'un comme Sandrine Rousseau dit la valeur travail c'est une valeur de droite, eh ben, ça exaspère les gens qui, bon, pour le dire brièvement, qui travaillent pour s'en sortir, que ce soit pour avoir un diplôme en étant étudiant boursier, ou que ce soit pour se former, pour progresser dans leur travail. Et ces gens-là, c'est notre électorat. Et si on leur balance des conneries de ce genre, eh bien, pas tous, mais certains pourront être tentés par l'abstention, par le vote nul, et même par le vote erroné. Bien, on va peut-être donner la parole. Je voudrais rajouter pour ajouter une question. À Paris, il y
récemment. Et Zemmour avait par contre un score bien plus important que ce qu'a toujours fait et ce qu'a continué à faire Marine Le Pen. Et autant en 15 ans de tractage, j'avais vu une fois des gens du Rassemblement National, autant là, des gens de Zemmour, il y en avait tous les dimanches sur les marchés. Alors, est-ce que Madrid, c'est pareil? Est-ce que Madrid est une exception? Et puis, deuxième question quand même, quelle est la position de l'extrême droite espagnole vis-à-vis des mouvements autonomistes? Si vous voulez, je commence par la fin. Madrid n'est pas une exception sur ce qui concerne l'extrême droite. On a une puissance à Madrid et partout. En Espagne, et aussi la banalisation qui s'est faite de l'extrême droite n'est pas tout simplement quelque chose qui puisse venir aussi de certains politiques comme la présidente de la Communauté de Madrid, qui est proche aussi des politiques de Vox. Ça, c'est quelque chose qui est généralisé dans l'ensemble de l'État. Et j'enchaînerai avec la question que vous avez posée. Et quand vous avez dit si Vox étant un parti très identitaire, il a probablement laissé d'une façon succincte c'est franquisme qui est un peu dans son ADN. Et je vais répondre avec deux choses très claires. La première, Vox a dit, son représentant dans le Parlement, que les présidents du gouvernement actuel étaient les pires présidents depuis 80 ans. Donc, y compris la dictature franquiste. C'est une façon, il n'a pas dit le pire depuis 40 ans, il a dit le pire depuis 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il veut bien inclure la période de la dictature. Et après, il y a quelque chose que je ne sais pas si en France ça se passe avec cette force quand même, mais qui m'étonne énormément. Et c'est l'extrême droite ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement de l'Espagne. Ils disent que c'est un président, en espagnol ils utilisent le mot beaucoup pas, ils disent c'est complètement dans la maison sans permis, et ils disent que c'est un gouvernement qui est appuyé, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un gouvernement de coalition, donc il a besoin des appuis des partis nationalistes. Donc il dit que comme ils ont des partis qui vont contre l'unité nationale, qui sont des partis nationalistes, que le gouvernement est illégitime. Donc il ne reconnaît pas la légitimité sortie des urnes démocratiquement au travers les voix des gens. Donc c'est une façon de ne pas s'assimiler avec la démocratie et justement de voir des réminiscences des époques et des périodes d'avant. Et pour venir sur ta question, la droite, je pense, en Espagne, en lieu de se modérer, en lieu de faire du barrage comme en France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait que pour pouvoir gouverner dans les communautés, et probablement si le Parti populaire gagne à niveau national, ils vont avoir besoin des votes de l'extrême droite. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent pour établir des liens avec eux. Ils font barrage, ils font barrage contre l'extrême droite, ils font barrage déjà contre les socialistes, contre d'autres partis de gauche, mais même contre nous. Ils préfèrent arriver au pacte avec l'extrême droite avant que de le faire avec nous. Ça, c'est la droite espagnole, une droite qui préfère s'assimiler avec les extrémistes, avec les racistes, que le faire avec le reste des démocrates. C'est pour cela que... Comme en Suède, comme en France. Alors, à Paris, il y avait un peu d'extrême droite quand même aux portes de Paris. Ouais, mais enfin c'était en tout cas le lieu. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de cause comme ça où Zemmour se retrouve dans le 7e au coude à coude avec Valérie Pécresse. Et là, le sentiment de déclassement, il ne vaut plus quoi. Pour cette bourgeoisie du 7e. Donc, j'ai schématisé les deux électorales d'extrême droite. Je crois que Marine Le Pen était devenue presque un peu trop populo pour un certain nombre une certaine bourgeoisie. Voilà. Enfin, et donc, effectivement, ils se sont bien complétés. Et donc, c'est ce que tu dénonces en disant comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'ils se répondent et que les deux marchent ensemble, Zemmour et Marine Le Pen. Je pense que ça passe par le discours, comme tu viens de le faire, comme tu viens de le dire, et puis notre réaction et notre réactivité. Pourquoi est-ce que quand il y a un meurtre, comme
comme ça de Lola, il n'y a pas une autre chose qui est proposée comme manif, tu vois, qui fasse du bruit, qui rassemble la gauche et la droite et les... Non mais... La difficulté, c'est que la famille a dit ne pas vouloir avoir de reprise politique de ce sujet dans la... Donc on ne peut pas le faire quand un parti extrémiste le fait, sinon on joue leur jeu finalement. Alors on se dit ne pas vouloir le jouer. Non mais parce qu'il y a deux façons de manifester son soutien. Là on voit bien le discours derrière sur ce meurtre, etc. Mais je crois qu'on se cache un peu souvent derrière notre petit doigt. Klarsfeld, je trouve aussi que est-ce qu'il y a eu une tribune pour dire c'est scandaleux, une réaction. Je ne réponds pas directement à ta question, je cherche aussi comme toi comment est-ce qu'on peut faire, mais ce qui me semble pire que tout, c'est la non-réaction et le fatalisme. Dans l'idée d'être ouvert de Denis Deschamsky et René Podensky. D'accord. C'était mis, mais quand? Non, mais C'est quand? On l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Oui, parce que malheureusement, c'est pas une vraie tribune, c'est vraiment deux personnes qui ont parlé. C'est vraiment sur des grandes figures. C'était mis Deschamsky, oui. Par rapport On qualifie cet épisode de triste et grave. Ah oui, ben, cette tribune-là, il faut qu'on la reprenne, il faut qu'on s'organise, il faut que ce soit signé par d'autres personnes. C'est ça que je dénonce. Alors, effectivement, déjà, il y a eu une réaction. Il y a le problème des médias. Parce que les médias, ils vont chercher ce qui fait de l'audience, et dans l'histoire de Lola, ben, c'est plutôt plus la partie Tout à fait, ouais. c'est ça, surtout si c'est Zemmour. Alors là, voilà, tout à fait l'équivalent. C'est important, c'est surtout ça. Oui, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure en disant que l'hystérisation du débat sur des thèmes identitaires ne nous aidait pas. Ça rentre complètement dans ce cas. Bon, Rémi, tu poses une question en donnant la réponse pour moi. Hein. Oui, il faut ces deux combats, à la fois rétablir un cordon sanitaire et dénoncer, et en même temps montrer qu'il y a une alternative possible. Parce que nous, y compris à gauche, on a laissé croire sans doute parfois que face à la désindustrialisation, face à voilà, un phénomène de mondialisation où la compétition était exacerbée, bah, en fait on n'avait pas d'autre choix et pas d'autre alternative. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas accompagner l'économie de marché, la réguler, etc. Je ne dis pas qu'il faut en sortir, etc. Mais on a eu, pour moi, il y a une date qui est forte, c'est 2005, avec le référendum sur l'Union européenne et la Constitution. Moi, j'ai voté oui. Mais il y a eu un premier divorce avec une partie de la gauche à ce moment-là. Quand Hollande, que j'ai soutenu pendant 5 ans, et c'est pas le problème, je ne veux pas remettre en cause son quinquennat, vraiment, on a été plusieurs dans la section à le soutenir, évidemment. À Florange, debout sur une camionnette, dit « ça fermera pas ». Et qu'il y a ensuite, mais pas que sur Florange, et d'ailleurs celui qui l'a orchestré est devenu président de la République ensuite, mais une vente à la découpe de joyaux français de l'industrie, voilà, on déçoit et les gens après ne votent plus pour nous. Alors que, je le redis, à mon sens, la vocation de la gauche, c'est quand même d'avoir un projet pour les classes populaires, pour la jeunesse, et que c'est ce que j'ai dit, je crois même que, je crois deux choses encore, excusez-moi, je crois que la gauche est la seule à pouvoir, et le Parti socialiste, est le seul parti à pouvoir rassembler
c'est classe populaire, banlieue, France périphérique et une bourgeoisie de centre-ville. Je pense que c'est notre raison d'exister. Je crois qu'on a encore plus besoin de nous parce qu'on veut le faire dans un cadre républicain. Et que, je vais mettre les pieds dans le plat, mais Mélenchon, il utilise parfois un vocabulaire qui est... Je ne mets pas un signe égal entre Mélenchon et Marine Le Pen, pas du tout. Et je pense que c'est même dangereux de le faire. Mais on voit, et on a vu des votes de mélenchonistes se reporter vers l'extrême droite au second tour. On sait que ça existe. Sinon, il n'y aurait pas 89 députés. Exactement, exactement. Et ils auraient pu même en avoir davantage. Et donc c'est bien à ces personnes-là qu'il faut que la gauche propose une alternative en priorité. Bien. Pardon? Attention, on va voir Sur quoi? ce que tu viens de dire. T'as dit je fais pas le signe égal. Même la question du signe égal, c'est même pas ça. Si, moi je le redis, je ne fais pas de signe égal entre Mélenchon et Marine Le Pen. Oui. Il y a une forme de populisme qui peut être partagée, et il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui le disent, mais le projet de Mélenchon, ça n'est pas effectivement l'inégalité, ça n'est pas la préférence nationale, ça n'est pas... Tout à fait. Tout à fait. Je l'ai dit parce que dans le débat, certains le font. Et je l'ai dit après, je pense même dangereux de le dire. En opposition, on doit dire que c'est dangereux, vraiment, ça. Donc je pense que dans le fond, on est d'accord. Intervention rapide sur les candidats. On a contesté que Mélenchon a une attitude et souvent anti-européen, le FN aussi, et parfois un peu sur les vaccins, aussi sur des trucs bizarres, y compris dire qu'on prend le vaccin russe dont personne ne voulait. Faire une parenthèse, donc il y avait des choses un peu populistes comme ça, et de bouche. Non, le FN, je ne sais pas si tu peux nous dire, Pedro, sur séparer notre fait, il y a des choses que. Ils ont ripolliné, comme on disait, la vitrine, mais le fond reste le vieux fond de la boutique. Voilà, à nous de montrer ce qu'il y a dans la vitrine, voire même de la briser symboliquement. Je rappelle que, comme la personne que tu as parlé, le type, je n'ai pas retenu son nom, Marine Le Pen n'a jamais bossé de sa vie. Elle a toujours été employée par papa, après ça comme papa, par le parti, etc., avant d'être élue non-stop. Elle a un temps été élue à Paris 20e comme papa, puis après elle a fait du tourisme électoral, qui est très très fort pour ça, beaucoup plus que tous les partis dont j'avais fait. Ça reste donc une PME familiale, je sais pas comme ça. Ça reste une PME très mal gérée. Et quand on veut gérer un pays, une région, voilà, c'est le parti aujourd'hui, ça va changer avec le nombre de députés, mais qui est le plus endetté de France, donc il gère mal. C'est un parti, vous savez que vous avez tant de millions par an, ils avaient jusqu'à là 5 millions par an, ils sont le plus endettés de France. Et voilà, ils sont aussi le parti le plus condamné de France, c'est important de le dire, militants, candidats élus, violence, racisme, port d'armes, j'en passe, c'est les meilleurs, détournement d'argent, les affaires traînent à l'Europe et elles sont là. Chaque fois qu'il y a un dénouement, un déroulement judiciaire en France ou en Europe, ils disent au secours, c'est un complot contre nous avant les élections. Bah oui, les élections presque tous les ans en France, donc c'est ridicule. Oui, la justice. Ça marche. Oui, mais ça marche. Il faut dire, ils ont volé l'argent public, ils le volent dans leur collectivité parfois, ils font des choses avec les prestataires, il y a une histoire d'équipe de campagne bidon remboursée par l'argent public. Enfin voilà, à côté, Sarkozy et Balkany sont des petits joueurs, vous voyez. La PME familiale, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des mauvais géants. Ce sont des gens les plus endettés de France, ce sont des faits. On vous les présentera si vous voulez, il faut le marteler. Les Front National, oui, bien sûr. Je pense à tout le monde. Tout le monde, ça a été mis en faillite. Oui, mais c'est 95. Ils sont plus prudents depuis 2014. Je vous rappelle aussi que, outre Louis Alliot, ce qu'il a fait avec les Klarsfeld, ce qui est un piège tragique, en même temps, il a nommé une place d'un dirigeant de l'OAS, organisation terroriste. Voilà, il fait ça en même temps. Hélas, les médias en parlent un petit peu moins, etc. Je vous rappelle aussi que le parti est un parti anti-féministe. Ils sont contre les droits des femmes. En vrai, ils sont contre l'IVG. La chargée de la presse du FN est maintenant députée. Elle vient du quotidien ultra-catholique Présent. C'est pas rien. Ce sont des gens qui sont profondément contre ça. Ils sont anti, je rejoins ce que tu disais, anti-environnement, lutte contre le climat. Parce que dire j'aime les chats et les chiens, c'est gentil, on peut tous le dire éventuellement, parce que l'énergie. Mais c'est tout. Ils sont pour la bagnole à mort.
ils sont contre les énergies renouvelables, ils sont pour la chasse, ils sont pour la corrida. C'est caricatural. Dire j'aime les chats, ça ne dit pas de vous de quelqu'un qui a une politique contre les climats pour l'environnement. Il faut juste le redire. Non mais redire ça, ça ne leur fait pas perdre une seule voix. Et il faut dire, ils ne sont pas environnementaux. Mais les gens sont... Et non, les gens s'en foutent pas. Désolé, comme Marine le document tout à l'heure, il y a deux électorats FN, il y a un électorat raciste facho et un électorat désespéré qu'on peut récupérer et qui s'abstient de tout. Voilà. Merci. Moi, je voulais intervenir. Je suis une vieille dame. Je suis née en 64 et j'ai vécu en Espagne jusqu'à 90. Et j'aurais jamais cru, j'ai connu Blas Piñar, et les gens qui viennent du PSOE savent qui sont, j'aurais dit que je mourrais sans voir plus jamais quelqu'un de l'extrême droite au Parlement espagnol. Et donc, moi je pense que on peut répondre, on peut parler en français tout ce qu'on veut. Je pense qu'il faut y aller aux racines du mal. Moi, j'ai vu comment, dans ma famille en Espagne, qu'est-ce qui a permis l'installation des box. Et je pense qu'il y a la peur de la dépossession. Il y a la peur de la dépossession, ils sont antiféministes, mais on t'insulte. Box insulte en disant tu es une féministe. Je dis, à mucha honra. Mais l'insulte suprême, c'est tu es féministe, parce que les autres sont dépossédés de leur virilité à cause de la gauche. Non, mais ils les disent, ils les disent texto. Donc, on peut, si on ne se pose pas la vraie question, c'est parce qu'en fait, les votes d'extrême droite, ils nourrissent de la peur de la dépossession. L'extrême Vox, il a 50 et combien de députés? Parce qu'ils ont eu peur d'être dépossédés de l'Espagne avec les phénomènes de Catalogne. Les Vox, il a des voix en Andalousie parce que ces marxistes, féministes, il y a une formule qu'utilise Abascal qui à moi, il me fait penser au complot judéo-maçonnique de Franco. C'est un truc dans lequel il y a féministes dans les complots. Alors, soit on continue à se sentir très bien entre nous et à dénoncer, soit on se pose la vraie question, c'est moi je crois comme toi, il faut faire relais. Il faut que disparaisse. On aura perdu la bataille si les gens continuent à avoir peur de la dépossession. Ça veut dire qu'il faut reposséder l'espoir, il faut reposséder la solidarité, il faut reposséder les vraies valeurs de gauche. Et ça, c'est très important. Moi, je suis de celles qui pensent que les PS en Espagne, les PSOE en Espagne, il a repris du poil de la bête. Parce que je vous assure que l'avenir du PSOE, il y a 10 ans, personne ne donnait un sou pour les PSOE. Hein. On parle de nous, mais les PSOE, il y avait 3 fois les héroïques qui tenaient. Soit... Merci pour ces informations. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est factuel. Et qu'est-ce qu'il a fait que le PSOE et le gouvernement qui s'est repositionné à gauche? Parce que quand tu essaies, les gens, ils préfèrent toujours l'original que la copie. Je veux dire, si tu te mets à faire des politiques libérales, moi je vote à la droite, si je veux des politiques libérales. Si tu te mets à faire, si tu te mets à copier l'extrême droite, moi je vote Marine Le Pen. Je veux dire, alors, les PSOE, ils s'en sortent, et c'est pas la même chose, parce que les Espagnols, ils savent qu'est-ce que ça aurait été, cette crise, si ça avait été un gouvernement de droite, parce que vous ne pouvez... Je veux dire, on est dans un pays où les SMIC, il a 700 €, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Et les prix ne sont pas si différents qu'ici, hein. Ils ne sont pas si différents qu'ici. Donc, les PSOE, il s'est ancré à gauche. Et il essaye, et c'est très compliqué, de enclencher cette règle. Je veux dire, il faut qu'on enlève les gens, il ne peut pas se projeter dans l'avenir qu'avec de la peur. Donc, il faut qu'on réfléchisse, je ne sais pas, mais notre vraie arme intellectuelle, on n'est pas armé intellectuellement. Cette tribune, pourquoi on n'a pas répondu à Zemmour? Parce qu'on n'a pas... Il faut qu'on se retrousse les manches, camarades, et qu'on réfléchisse. Il y a un travail intellectuel à faire, et on le fait, on est perdu. Et on est que nous, on soit perdu, on s'en fout, mais que les générations futures soient perdues, c'est un peu plus embêtant. Donc, la peur de la dépossession, il faut qu'on redevienne à nouveau, l'étranger c'est la même chose, c'est l'étranger qui va venir me piquer ma place, c'est l'étranger qui va me déposséder.
de mes femmes, parce que Vox les dit, hein, ces étrangers qui viennent faire des enfants à vos femmes, ils les lisent texto, hein, j'écoutais mes bras tombaient, je dis non, je ne vais pas écouter ça, c'est pas possible, je vais l'écouter, je vous le promets. Je suis maçon parfois et je l'écoute de A à Z. Donc, en enlevant la peur de la dépossession, les gens n'écoutent pas que Marine Le Pen est voleuse, ils s'en foutent. Ce qu'ils écoutent, c'est les étrangers vont venir me piquer ma place et mes allocations. Donc, enlevons la peur dès que les étrangers nous piquent nos allocations. Regardez, on a des étrangers qui ne piquent pas d'allocations. Hein. Donc, voilà. J'ai pris l'âge. Soit, ça, je pense que c'est la bataille. Voilà, la peur de la dépossession, c'est le diagnostic. À nous de retrousser les manches et de construire, de mettre une architecture intellectuelle de gauche pour répondre à ça. Merci pour votre intervention. Michel, au-delà de la France et de l'Espagne, vous avez réfléchi sur le point fondamental que l'extrême droite, dans toutes ses variantes, progresse partout, dans toute l'Europe. Et depuis un moment, il se trouve que je suis un petit peu ancien, j'ai adhéré au Parti Socialiste en 1980, donc je fais le bilan. Et je fais le bilan que c'est très bien de dénoncer, c'est très bien d'invectiver, dénoncer, de se manifester, etc. Mais il faut avant tout proposer quelque chose, parce que cette extrême droite, c'est du dégagisme. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, il y a une confluence avec les mélenchonistes et le populisme dit de gauche. C'est du dégagisme. Ce sont des gens, une base populaire, essentiellement, parce que, enfin, comment ne pas être estomaqué par le fait que nous avons quasiment perdu tout l'électorat ouvrier, même si la classe ouvrière, dans le mode de production, a décliné. Mais les petits employés aussi. Pourquoi ? J'aime bien celui du dépossession. Ça me fait penser au terme anglais qu'on utilise, empowerment. Comment on se repossède, on reprend du pouvoir. Ah oui, mais les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir, qu'ils n'ont aucune maîtrise sur quoi que ce soit. D'où les sentiments anti-européens, d'où, etc. Alors, je répète, parce que c'est très bien, manifestons, invectivement, mais moi je fais le bilan. J'ai participé à toutes les manifestations des années 70, ouvriers, travailleurs immigrés, même patron, même combat, je l'ai gueulé, ça. Et bien d'autres choses. Je pense qu'on a axé beaucoup nos présentations sur le fait de posséder, enfin de proposer. D'accord. Là, c'est dans les réponses où j'ai plus axé là-dessus, mais on a vraiment insisté aussi. Oui, mais donc il faudra proposer des choses qui parlent aux gens. Et y compris les choses où on doit être... Vous savez, moi je ne suis pas montagnard, mais j'ai vu des photographies vertigineuses de sentiers de crête. C'est pas montagnard au sens robespierrien. Mais disons que la notion de chemin de crête est extrêmement pertinente en politique. Et sur bien des questions, nous sommes un chemin de crête. Chemin de crête sur l'immigration. Qu'est-ce que j'ose pas dire là, hein? Sincère, hein? On dénonce, etc. Mais qu'est-ce qu'on propose? On propose rien ou des tonnes de brouettes tièdes. D'un côté, si on est mal perçu, si on s'exprime mal, si on propose malencontreusement, on verse dans l'ultra-identitaire et donc on rejoint l'extrême droite. De l'autre, il ne faut pas l'oublier, l'autre. Des camarades qui se disent de gauche, mais qui disent « Oh, contrôle aux frontières, quelle horreur !» Je dirais quand même on propose une réforme très humaine de la politique de Schengen. Non, pas question. Nous sommes un hall de gare, tout le monde rentre, sort, etc. Et ça en termes de dépossession, ça ne marche pas. Et c'est là où effectivement Zemmour et autres sont entendus. Et moi je suis étonné, plus qu'étonné. Oui, mais alors, et vous, socialistes, qu'est-ce que vous proposez? Oh, mais tout ça est indigne, c'est affreux, les droits de l'homme, etc. Moi, je pense, et il va y avoir un débat ô combien délicat à l'Assemblée sur un projet de loi sur l'immigration. C'est le énième. Mais écoutons un petit peu des gens qui... Et puis, je ne peux pas ce soir, sur ce sujet, ne rien dire
sur le fait que, embarqués dans la NUPES, nos députés ont considéré que c'était affreux, que Marine Le Pen, dont tout ce qu'on peut dire d'abomination sur elle, elle trace son chemin avec une habileté diabolique, et si on ne fait rien en face, elle est là à la prochaine élection présidentielle. Donc, arrêtez d'invectiver Marine Le Pen, etc. Bon, il faut. Mais, quand on se retrouve à capter, et pourquoi? Alors, heureusement, je suis assez critique de la direction pour reconnaître les choses. Heureusement que Boris Vallaud est intervenu à la tribune pour dire « nous ne voterons jamais avec vous, tout nous sépare, etc. » Sauf que vous ramez, vous êtes embarqué dans la galère de la NUPES, vous ramez en bas, vous n'accédez jamais au gouvernail. Et le texte de la motion de censure a été rédigé, et il y a des gens de la NUPES, très à gauche, et qui ont dit il faut que ça soit rédigé très largement. Hein. Donc déjà, pour accueillir des votes du Rassemblement national. Et alors après oui, mais enfin, donc il y a du travail. Oui, non, mais François, tu ne m'interrompras pas comme ça. Hein. C'est un débat de fond. Il ne s'agit pas de... On répond, tu réponds un argument, mais tu ne dis pas, non, ça suffit. Non, mais il n'a pas dit ça. Il a dit que Boris Vallaud a dit le contraire de ce que tu dis. Voilà. Bon, ben, bien entendu, je l'ai félicité. Je n'ai pas dit le contraire. Sauf qu'avant, on n'a pas demandé à Olivier Faure de regarder le texte. Donc on aurait pu considérer que le texte était rédigé de telle façon qu'il pouvait accueillir n'importe quel vote. On a quand même des parlementaires qui ne sont pas nés de la dernière pluie. Donc on est soumis au lieutenant Mélenchon. Donc, d'où mon côté critique, c'est très bien, luttons contre l'extrême droite, mais donnons-nous des moyens un peu raisonnables. Alexandre. Ouais. Non, moi je suis sensible à ce qui a été dit par les camarades sur le take back control, la reprise du contrôle de... Oui, non, mais c'était le... On voit que lorsque ça a été utilisé par nos camarades ailleurs dans l'Union ou autre, c'est quelque chose qui parle à l'électorat, parce qu'effectivement, dans l'aspect mondialisé, où on a l'impression qu'il y a une dilution des leviers, enfin, il y a le sentiment qu'il n'y a plus de contrôle de son destin, et que voter, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ils sont... Alors, toute la vulgate populiste de la corruption, où ils sont là que pour se servir, ou que... tout ça. Et donc il y a à retricoter, parce que je suis sensible, alors ceux qui étaient là dans la première partie de la réunion, dans le débrief du congrès du PSE, parmi les interventions, il y avait une jolie allégorie qui a été faite, qui était de dire, c'est pas parce que dans la lutte politique où il y aurait des restaurants, c'est pas parce que vous dites que le restaurant d'en face il a un menu dégueu que les gens vont venir chez vous par ailleurs. Et cette allégorie-là nous invite à faire un travail qui est, nous, avoir le menu, donc les propositions électorales qui sont les plus attrayantes ou les plus intéressantes pour la majorité et pour notre électorat. C'est donc une invitation à travailler, d'être pas seulement en opposition, quand bien même, et Philippe a raison en listant tous les points où l'extrême droite est absolument ignominieuse, délinquante, violente. Le problème, c'est qu'on a acté le fait que ça ne suffit pas si on fait que cette partie-là du travail, et qu'il faut surtout beaucoup axer sur quelles propositions et comment on réenchante le monde. Le travail très gramsciste culturel, sur le culturel, sur la réhabilitation de... quand on est bassiné sur le fait qu'un mouvement de grève est une prise d'otage de la population, tu fais non, c'est une action collective de défense des droits. Mais le truc, c'est qu'on a tellement absorbé la culpabilisation que les moyens dont se dotent les salariés pour défendre leur outil de travail se retrouvent être caricaturés et rejetés, repoussés. Donc il y a tout ce travail-là de retricotage, de revalorisation
oui, il y a une fierté, il doit y avoir une fierté à être une classe moyenne, une classe populaire, et que ça, oui, bah non, je ne suis pas dans les élites, je ne suis pas 4 sup, j'aligne pas X milliers d'euros sur ma fiche de paye, mais ça ne m'enlève pas ma dignité, ça n'enlève pas ma contribution à la société. On voit d'ailleurs paradoxalement que, et on l'a vu dans le Covid, le fait que, heureusement qu'il y avait les éboueurs, parce que sinon on aurait des épidémies, heureusement qu'il y avait les caissières, parce que sinon on ne s'approvisionnait pas, hein. Et que donc les petits métiers, en vrai il n'y a pas de petits métiers, il n'y a pas de... Voilà, et donc il y a aussi tout ça à travailler. Et quand on prend des exemples hors de France, on le voit, je veux dire, en Belgique, nos camarades du PS belge, ils tiennent bien la route aussi parce qu'il y a cette espèce de fierté ouvrière qui est très présente, qui est cultivée, et où c'est pas honteux d'être ouvrier, c'est pas honteux d'être salarié, et c'est notre électorat, c'est ceux pour lesquels on se bosse. Moi je me souviens que, même si la raison n'était pas... moi, le message jospinien du les exclus, les classes populaires, les classes moyennes, c'est notre périmètre de travail, hein. C'est ceux pour lesquels on bosse. Il y a 2 questions que je pense. J'ai une double question que j'adresse à tous les deux. La première, dans le prolongement de ce qui est dit sur l'Europe. Et on le voit évidemment avec Vox et avec le RN, on le voit en Italie. On le voit en Allemagne où l'AfD, il y a quelques années, a fait son entrée dans le Bundestag, qui est une première après le parti nazi. On voit que c'était une première après, il y a quelques années, après le franquisme. Dans des pays qui n'étaient pas du tout de tradition latine, comme la Suède, on voit que les démocrates suédois, de droite de Suède, sont la deuxième force du pays et au centre de la coalition droite extrême droite, comme en Italie. C'est-à-dire qu'on a ce phénomène européen d'augmentation progressive, croissance et continue des partis d'extrême droite. Tout en sachant qu'on est là, si on revient un peu en arrière, 20 ans en arrière, dans les fins des années 90, début des années 2000, on avait en Europe une tendance globale, sauf l'Espagne d'Aznar, mais on avait Tony Blair, nouvelle gauche britannique, en France on avait Jospin, en Allemagne on avait Schröder. On peut penser que c'est, évidemment, c'est pas complètement à ce que nous portons en France comme valeur de gauche en Espagne ou en Italie, mais malgré tout il y avait une majorité de pays européens, de l'Union européenne à cette époque-là, dirigés par des progressistes, sauf l'Espagne, ou quelques autres. Est-ce que, et ce phénomène-là dans les années 90, début 2000, venait aussi à une période un peu de prospérité économique globale en Europe. Est-ce que, pardon si je me trompe, est-ce que vous pensez, la question que je la pose, c'est ma première question que je pose tous les deux, est-ce que vous pensez que, on parle un peu de politique fiction, d'économie fiction, si tout d'un coup on se retrouve dans une structure économique, conjoncture économique, peut-être que ça va être le cas dans les années à venir, en France on voit qu'on arrive progressivement vers le plein emploi, et je pense que c'est aussi la politique de la gauche menée avant, pas uniquement celle d'aujourd'hui menée par Macron. Si on arrive à une politique de plein emploi globalement ou de croissance globale en Europe, est-ce que ces partis vont peut-être, ces partis d'extrême droite peuvent progressivement baisser au profit de la gauche? C'est la première question. Deuxième question, et ça va dans le prolongement de ce que disait notre camarade Félinon, et je leur remercie légèrement. Désolé. Mais c'est une question, hein. Après, je ne dis pas que ce sera le cas. Maria. Maria, deuxième question. Vous avez parlé tous les deux du fait que les partis d'extrême posent des questions, soulèvent des questions simples et apportent des réponses simples. Et que tout le combat qui est le nôtre, à gauche, c'est de pouvoir répondre à ces questions simples. Et que c'est très compliqué, parce qu'il faut démonter l'argumentation simple, il faut des chiffres, il faut des éléments, il faut comparer, etc. Or, ce travail-là, et tout le monde pousse au travail, tu l'as dit Maria, ça a été dit par les autres personnes, ce travail est très compliqué parce qu'il nécessite du temps, il nécessite cette méthode, cette arme, cet outil idéologique. Or, je ne sais pas quel est le cas du PSOE en Espagne, mais quand on voit l'appauvrissement ou la fuite des militants en France, dans d'autres pays et dans d'autres partis sociodémocrates français, enfin, européens, je ne sais
c'est pour ça que je pose la question aussi, de savoir quel est le cas de la situation et que la force militante est par définition et par conséquence la force des élus. Il y a de moins en moins d'élus, on fait de moins en moins de résultats aux élections. Comment on fait pour... Alors il y a nous, évidemment, mais comment on fait pour structurer ce parti, pour apporter ce combat idéologique si on n'a plus les moyens en termes de force militante et de force de représentants élus de la question. Voilà les deux questions que je voulais vous poser. Et peut-être que Marielle ne dira pas grand-chose. Oui, une question. Simplement une observation, je pense que là, de tout ce qui ressort du débat est très très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de, j'allais dire de mea culpa, mais en tout cas d'erreur de stratégie politique aussi qu'on doit assumer et qui nous montre qu'il faut changer. Pourquoi l'extrême droite a tellement progressé en France et dans d'autres pays, c'est qu'elle est dans une démarche de combat culturel, de combat idéologique. C'est vrai que quand on parle de réarmement idéologique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut combattre les arguments. Comment fonctionne l'extrême droite? C'est des propositions toujours démagogiques, mais je pense qu'il y a aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de dédiabolisation de l'extrême droite, mais c'est surtout, moi à mon sens, c'est pas une question de dédiaboliser, c'est que la diabolisation ne fonctionne plus. C'est-à-dire sur le plan des valeurs morales, on parle, j'en parlais hier avec mon secrétaire général, si on parle du point de vue historique et du point de vue moral, les jeunes générations en Espagne ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est que le franquisme. C'est-à-dire qu'il y a plus de votes de jeunes en faveur de l'extrême droite, c'est le cas aussi en France, que des personnes qui ont connu le franquisme. Les personnes qui ont connu le franquisme ne votent pas Vox en Espagne, beaucoup moins. Donc il y a un combat moral, mais qui ne peut pas se placer uniquement sur la confiance qu'on peut avoir dans la culture historique des gens, parce que la culture historique des gens n'est pas à ce niveau-là. Elle a beaucoup, c'est beaucoup affaibli, elle a beaucoup diminué. Donc, il y a par contre un combat, à mon sens, qui est décisif, c'est rappeler et marteler, de la même manière que l'extrême droite martèle des propositions démagogiques, il faut marteler ce que c'est que la nature de l'extrême droite. La nature de l'extrême droite, c'est que ce sont des partis antidémocratiques. C'est-à-dire que, là où je veux en venir, c'est qu'on ne va pas culpabiliser les gens en disant l'extrême droite, oulala, c'est des fascistes. Ça ne marche plus, à mon sens. Par contre, il faut leur dire ce que ça représente comme danger. C'est un danger antidémocratique. Lorsque Pedro Sánchez gagne les élections, il a gagné toutes les élections de l'année 2019, Pedro Sánchez et le PSOE. Lorsqu'il va être investi comme chef du gouvernement par la majorité parlementaire, c'est-à-dire de façon tout à fait démocratique, on a un député européen de Vox qui appelle dans un tweet à l'action des forces armées espagnoles pour ne pas permettre la constitution du gouvernement, je pense que vous vous en souvenez. Ça, c'est passé presque inaperçu. Là aussi, il y a un problème de responsabilité de la presse. Il ne faut pas le cacher, la presse, maintenant, il y a une telle concurrence entre tous les médias qui vont dans les trucs les plus faciles, les plus démagogiques, ceux qui choquent le plus. On l'a vu avec l'affaire Lola. C'est dans l'émotion pure et simple, et vas-y que je te balance des bêtises et des âneries pour faire de l'audience. C'est la course à l'audience. Donc il faut, y compris, je crois qu'il faut remettre aussi la presse devant ses responsabilités. On ne peut pas accepter qu'ils disent n'importe quoi et qu'on ait, par exemple en France, un problème de pluralisme démocratique, y compris dans les chaînes d'information. Il y a un vrai problème de pluralisme. Donc il y a, à mon avis, ce combat-là qu'il faut mener. Et puis je ne parle même pas effectivement du népotisme de la famille Le Pen. Je veux dire, j'entends pas un journaliste dire, voilà, le prochain président du Rassemblement National, ça se joue entre l'ex de Marine Le Pen, ouais, et le copain de sa nièce. Il n'y a pas un journaliste qui le dit. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une mafia familiale. Je ne parle même pas des affaires de financement, etc. Vox, c'est un peu le même mode de fonctionnement. N'oublions pas que ce sont des partis qui ne sont pas des partis de masse, vraiment. Ce sont des partis qui fonctionnent à la démagogie. Et le parti Vox, par exemple, ce qu'on ne dit jamais dans la presse, et ils ne peuvent même pas le cacher, parce que c'est vu et issu de tout le monde, ils ont été financés par l'argent d'un groupe d'opposition iranien au régime iranien en place, où ils ont reçu des centaines de milliers, je crois que c'est même presque 1 million d'euros. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que des gens qui se prétendent patriotes, voilà, Le Pen, on est des patriotes français, mais on accepte des prêts de banques russes. Vous voyez l'indépendance qu'on peut avoir par rapport aux Russes. Vox, c'est pareil que le parti qui se prétend clairement anti-musulman, anti-arabe, et qui se fait financer par des gens qui sont intégristes
pas beaucoup moins que les partis iraniens ou les Iraniens qui sont au pouvoir en ce moment, mais voilà le genre de gens, c'est-à-dire que là où je veux en venir, je vais essayer de faire court, c'est que vraiment il faut dénoncer leurs contradictions. On ne peut pas dire, comme dit Le Pen, on est le premier parti ouvrier de France, et ensuite quand il s'agit de voter pour l'augmentation du SMIC, dire non, vous comprenez, on ne peut pas. Ça, c'est ça qu'il faut souligner, parce que les journalistes ne le font plus, soyons clairs. Quand c'est un parti familial comme Le Pen, faut le dire, quand c'est le leader de Vox en Espagne qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a été porté qui a fait toute sa vie au sein de groupuscules, de fondations, qui servaient tellement à rien qu'à un moment il y a eu une comparution, c'est sur Internet, le président Abascal de Vox a comparu en tant que président d'une fondation, il était obligé d'expliquer quelle était l'activité de sa fondation parce que personne ne savait. Il a dépensé 40% de budget d'une fondation pour faire l'autopromotion de sa fondation. C'est assez extraordinaire. Et c'est des gens comme ça qui disent que les gouvernements gèrent mal les fonds publics. Donc c'est ça, je pense qu'il faut vraiment axer le combat politique sur la dénonciation des contradictions. Et je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait aussi dire, voilà, toutes les propositions, ou plutôt l'absence de propositions qu'ils ont, sur l'énergie, sur les sources d'énergie, sur les énergies renouvelables, etc. Il y a zéro proposition. On l'a vu cette année, vous avez vu tous les vidéos des candidats, de certains candidats aux législatives du RN. Enfin, c'était ridicule, il y en avait, ils disaient, qu'est-ce que vous proposez, vous trouvez immigration, on a dit. Oui, mais vous avez tous vu cette vidéo, c'est-à-dire ils étaient vraiment ridicules. C'est-à-dire que c'est pas la peine de placer le combat uniquement sur le terrain de la honte, où là, il ne faut pas voter comme faisait un certain Manuel Valls. Il faut dire, non, ces gens-là, ils sont incompétents. Ils sont notoirement incompétents. On l'a dit tout à l'heure, ils arrivent à la mairie d'une ville, ils ruinent la ville. Donc c'est ça où ça peut marcher, effectivement, pas tellement sur le côté honnête ou malhonnête, parce qu'effectivement, maintenant, ça glisse un peu dessus, mais sur le fait qu'ils sont totalement incompétents. C'est des gens qui ne savent pas gérer et qui ont zéro proposition sérieusement. À part dénoncer l'immigration, là aussi on pourrait leur dire, attendez, c'est gentil de dénoncer l'immigration, mais les exilés fiscaux, vous en faites quoi? Parce que c'est eux qui font perdre de l'argent à nos pays. C'est-à-dire le gars qui s'exile en Suisse ou dans d'autres pays pour ne pas payer d'impôts en France, le vrai antipatriote, c'est lui. Hein. C'est pas le gars immigré qui vient péniblement gagner sa vie ou se former en France, comme on l'a dit. Ça, c'est des choses, voilà, c'est des choses vraiment sur lesquelles il faut qu'on change, à mon sens, de discours, et on appuie là où ça fait mal, là où on les met en contradiction avec eux-mêmes. Pardon d'avoir été ici. Oui, bon, la montée de l'extrême droite, c'est le dégagisme. On a essayé la gauche, on a essayé la droite, on ne voit pas l'extrême droite. C'est la dépossession, l'Europe, la mondialisation, les travailleurs à bas coût des autres pays. Mais le problème, c'est que le problème, c'est qu'on est en contre vis-à-vis de l'extrême droite. Donc il faut être en pour. Le problème, c'est que notre message, il est compliqué. Il est compliqué non seulement pour être contre, mais même pour expliquer ce que nous voulons. Et on est entouré de pièges. Et notre problème, c'est des problèmes d'habileté. Marine, tu disais, il y a eu une manifestation contre les étrangers en situation irrégulière, ou régulière, mais parce que ce sont tous des assassins, etc. Mais le phénomène, c'est un fait divers. C'est un fait divers qui aurait dû être réglé de façon policière, et puis c'est tout. Nous, on ne va pas se mettre en pas. Alors, l'extrême droite n'en aurait pas parlé. Il n'y a aucune raison pour qu'on en parle. Ça se règle à l'échelle policière, psychologique, locale, etc. À partir du moment où l'extrême droite s'y met, est-ce qu'on doit s'y mettre nous aussi, en disant c'est pas bien que vous manifestiez, parce que si on dit c'est pas bien que vous manifestiez contre ce fait divers, ça veut dire que nous, on va être jugés comme étant des gens qui protègent les assassins, etc. Alexander parlait tout à l'heure des grèves. Bon, moi, ça fait une éternité que je dis que la grève, quand elle était inventée, elle répondait à certaines situations. On n'est plus dans la même situation. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, font grève les gens qui ont un statut, qui sont relativement protégés vis-à-vis du droit du travail, et donc leur façon d'agir, c'est d'emmerder le monde. Bon. Ben, c'est un problème pour nous, la gauche. Parce que les grèves, tu dis, il n'y a pas de prise d'otage. Si, il y a une prise d'otage. On emmerde les gens qui travaillent. Bon. Et autrefois, les grèves, c'était fait pour le patron fabrique des boulons, on fait grève, on ne pourra plus vendre ses boulons. Bon. Actuellement, c'est on voudrait
d'alimentation, on emmerde les gens pour qu'ils fassent pression contre le gouvernement, pour que le gouvernement fasse pression contre les entreprises, et pour qu'elles cèdent, c'est le cas de là, pour qu'elles cèdent finalement pour avoir la paix sociale. C'est un processus très compliqué, mais l'extrême droite, elle ramasse. Les verts, on est pour les mesures vertes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la plupart une bonne partie des mesures vertes, ça emmerde les gens. Et ben, plus on fait des progrès, même à Paris par exemple, plus on fait des progrès en matière verte, hein, tout le monde comprend, plus ça fait monter l'extrême droite. C'est évident. Comme les menaces contre la chasse ou la corrida, ça fait monter l'extrême droite. Donc, nous, on a un problème d'habileté. On n'est pas habile. On a des bonnes idées, c'est pour le bien des gens, mais ils ne le savent pas que c'est pour le bien des gens. Et donc, notre problème, c'est, et j'ai pas la solution, hein, j'y réfléchis beaucoup, mais j'ai pas la solution, comment présenter des solutions très chouettes pour tout le monde, et qui plaisent. Et les mesures vertes, c'est typique, c'est pour le bien des gens. La dernière mesure, là, l'extrême droite va encore monter dans les intentions. La dernière mesure gouvernementale sur on va interdire les voitures de critère 3 dans la plupart des grandes villes, etc. C'est voté depuis 3 ans, c'est voté depuis 3 ans, c'est pas les mots. Non, mais on ne pourra plus circuler. Hein, aujourd'hui, ça a été annoncé aujourd'hui, un certain nombre de villes, etc. Les gens, ils ont une vieille voiture, ils n'ont pas d'argent pour changer de voiture, ils vont gueuler en votant extrême droite. Bon, je vous dis, il n'y a pas que la gauche qui provoque l'extrême droite, il y a même le centre, même la droite qui est au pouvoir actuellement. Donc, notre problème, c'est pas nos idées, c'est l'habileté. L'habileté de les présenter, et sachant que c'est pas en disant que les autres sont méchants. Nous, on a une difficulté. Le Pen, elle a pris la République, le drapeau, la laïcité, etc. Il n'y a pas plus à gauche, entre guillemets, qu'elle. Bon, alors, en Espagne, c'est différent, parce que, bon, il y a la nostalgie de la dictature qui n'est pas très vieille, alors que chez nous, on ne parle pas, bon, on parle pas trop de Vichy, on en parle, mais enfin, c'est assez marginal. Mais vous avez le problème catalan, qui est un problème national, alors que nous, on n'a pas ça. Donc, il y a quand même des difficultés. Mais bon, moi, j'ai l'impression, souvent, que quand on défend quelque chose, eh ben, ça provoque une réaction encore plus... Enfin, pas prévue. Et on est contre-productif. Nos meilleures solutions sont souvent contre-productives. Et ça, c'est un problème. Je ne sais pas comment s'en dépêtrer. Contre-productif, il y a quand même eu des bilans de la politique écologique d'Hidalgo par rapport à des mesures prises par exemple à la fin des voitures critères 3, qui sont top. On a quand même, mais elle a été élue la meilleure maire de toutes les grandes villes du monde. Et elle a été. Et on vient de l'étranger étudier ça. Bon, et ben, c'est pour beaucoup sur son score au présidentiel. Hein. Parce que les gens qui habitent pas Paris, et même des gens qui n'ont pas voté pour elle, parce que pour elle, c'est l'amélioration des conditions de vie à Paris. Non, mais sur les gens n'ont pas voté pour elle parce qu'elle avait une image. Non, mais elle a été réélue. Mais elle a été réélue même. Voilà. Bien, écoutez, je vous propose de laisser nos deux orateurs répondre aux différentes questions et puis en profiter pour conclure. Et après, on pourra discuter tranquillement. Ok, et je commence pour répondre justement, je rejoins ce qu'a dit mon camarade professeur Rojas, et sur comment combattre, comment on va faire les militants pour aller vers ce combat idéologique et des propositions ou des haines face à l'extrême droite où l'on se posait la question, je pense que très pertinemment. C'est vrai que, comme Tom disait, la peur ne fonctionne plus, donc dire ils sont méchants, ils sont horribles, ils sont racistes, ça ne fonctionne pas. Mais on ne doit pas renoncer, je suis tout à fait d'accord, à dire voilà les contradictions qu'ils portent face à ce qui est l'administration du pays ou de la région, et après quels sont les projets que nous proposons. Et il ne s'agit pas de dire, voilà, on est, comme vous avez aussi remarqué, on est pour le féminisme, on est pour l'écologie. Non, il faut concrétiser les choses. Il faut dire aux gens, moi concrètement, comment je vais changer ta vie. Moi concrètement, comment je vais être instrument dans tes mains
pour pouvoir combattre les problèmes que tu as concrètement dans ta vie. Donc si tu souffres des inégalités parce que tu es une personne immigrée, parce que tu es une femme dans un contexte difficile, il doit avoir des solutions concrètes que le Parti socialiste doit toujours porter. Et je pense que c'est ce travail-là qu'on doit faire. C'est vrai qu'en Espagne, on a une force militante de la gauche qui est très importante. Et je pense qu'ici, il faut bien sûr animer les gens pour nous rejoindre. Mais il s'agit justement de proposer d'être concret et surtout de, vis-à-vis des gens, montrer qu'on est une alternative. On n'est pas entre deux options, la meilleure de pire. On est l'option que les gens doivent vouloir pour voir que leur réalité change. C'est exactement ça. Et après, sur ce que tu disais sur qu'est-ce qui passerait si le contexte économique était plus positif, moi je crois que cette extrême droite ne profite pas que du contexte économique. Je pense qu'il se sert surtout du débat identitaire, du débat sur la nation, sur la patrie, sur les femmes. Donc maintenant en Espagne, il y a une croissance économique contrairement à d'autres pays d'Europe. Vous savez que les prévisions de croissance de l'Allemagne par exemple est bien compliquée et l'Espagne a une prévision de croissance de 1,4%. Et il y a la création d'emplois et il y a plus de jeunes qui travaillent que jamais, même si c'est encore compliqué parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Et même malgré les perspectives économiques positives, la droite continue à monter et nous, les fonds continuent à baisser. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les piliers du débat justement sur d'autres débats qui n'ont pas à voir avec l'économie. Et je ne sais pas si vous... Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que des fois on peut être contre-productif, on veut faire bien, mais on n'explique pas suffisamment. Donc on doit vraiment armer nos propositions pour pouvoir arriver aux gens, parce qu'une proposition qui n'arrive pas bien ou correctement aux gens, c'est une proposition qui peut se perdre dans le rien, et ça ne servira à rien. Il faut penser où est-ce qu'on veut arriver et comment on doit faire, quels sont les outils que nous devons nous donner nous-mêmes, nous accorder pour arriver jusqu'à ces buts. Et je pense que là, c'est où l'on peut se retrouver, débattre, avoir des idées, avoir des propositions et armer tout un discours des changements. Pas pour combattre l'extrême droite comme ça, mais pour combattre à côté des gens, pour arriver jusqu'à la solution de leurs difficultés. Et avec ça, je pense que voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Avant de laisser la parole à ma chère camarade, je voulais vous remercier pour venir ce soir pour ce débat. C'est toujours enrichissant, j'apprends beaucoup. Merci beaucoup. Oui, moi je vais remettre une couche. Je vous assure, depuis qu'on a abandonné cette stratégie du cordon sanitaire, l'extrême droite progresse. On a arrêté après 2002 et ça a permis de juguler et de rassembler deux électorats différents et d'arriver jusqu'à 42%. Donc moi je maintiens et je crois vraiment que, et ça a été décrit de différentes façons, certes la morale et l'éthique ne suffisent pas, mais on fait quand même de la politique pour que les étrangers ne soient pas associés au terme d'assassin. Et c'est pour ça, c'est pas pour dire que c'est pour ça exactement qu'il aurait fallu réagir avec une autre manifestation. Tu vois, toi, voilà, il faut réagir quand l'extrême droite fait des parallèles, fait des signes égaux comme on l'a fait tout à l'heure, et remettre ce cordon sanitaire, et c'est sans doute ce qu'on arrivera à faire en dernier. Ça, je vous l'accorde. Il faut continuer à le faire, mais ce sera une arme qu'on va retrouver, sans doute après avoir défini d'abord ce que nous voulons. Michel, tu l'as dit en creux, en fait, et puis d'autres l'ont dit, en fait, il y a toute une série de sujets où je ne sais pas ce que veut le Parti socialiste. Je ne sais pas ce que pense et ce que propose le Parti socialiste. Et je sors du débat un peu, mais une des grandes forces de Mélenchon, c'est son bouquin L'avenir en commun. Il l'a écrit il y a 10 ans, à toutes les élections, que ce soit locales, régionales, européennes, il dit la même chose. Dès qu'il y a un phénomène d'actualité, dès qu'il y a une actualité, il se rattache à ce qu'il veut pour
dire et pour que ça rentre dans la tête des gens et que ça devienne désirable. Donc ce boulot-là de ce qu'on veut et la question de la lutte contre l'extrême droite doit faire partie doit être une de nos questions principales pour 2027 et pour répondre à ce qu'on veut et ce que veulent et ce qu'attendent les gens. Donc ça me semble vraiment important, ce travail de redéfinition. Je ne peux pas, Jean-Pierre, te laisser dire ça sur la grève. Sur la grève. Et sur l'écologie encore moins. Je veux dire, total, la grève là, c'était quand même pour une redistribution des richesses. Oui, mais ça a emmerdé toute la population. Et c'est le principe de la grève. Oui, mais pour la carte, toutes les grèves emmerdent. Pas des grèves anti-patrons. Ça, c'est ce qu'ils nous ont vendu. C'est de la faute de Ils nous Macron. ont vendu, mais c'était pour nous emmerder à nous. Mais c'est pas ça. Et tu vois bien d'ailleurs que les Français, enfin, globalement, c'était peut-être une des grèves. Ah si, sur la SNCF, sur la RATP, etc., il y a des choses qui sont plus difficiles à expliquer parce que effectivement, il y avait des avantages issus d'un autre siècle qui étaient peut-être à discuter, enfin, qui étaient moins faciles à défendre, ouais, c'est ça. Là, pour Total, franchement, voilà. Sur l'écologie, tu as raison, ça emmerde les gens et il y a des mesures qui mettent en difficulté, qui appauvrissent des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture. Donc, je suis d'accord que la façon dont on défend l'écologie, on le dit comme c'est une porte ouverte, et je suis désolée, mais de la rouvrir, il faut que ce soit inséparable de la justice sociale, et donc il faut proposer une solution concrète, en fait, dire toutes les personnes qui ont besoin de leur voiture pour telle distance, etc., vous avez une voiture électrique, alors pas d'office, mais trouver des arrangements financiers qui font qu'ils adhèrent, des transports en commun sur le long terme aussi. Sur la notion de... Je vais relier la fierté de l'ouvrier et ta question sur le plein emploi. J'ai parlé j'ai utilisé le terme de désindustrialisation. Je crois que c'est une des explications aussi de la montée de l'extrême droite. On a détruit, j'emploie plutôt une forme passive, c'est détruit un triptyque de usines, stades, ouvriers, voilà, où il y avait tout un système social, économique qui faisait sens et qui permettait à certains ouvriers d'avoir une fierté. Et aussi une progression à l'intérieur des usines et d'une entreprise. Aujourd'hui, un employé chez Amazon, il est ou ouvrier de base ou contremaître. Il y a 2 postes possibles. Donc, il faut qu'on réfléchisse aussi à ces questions de l'ubérisation et à quel point l'ubérisation, au-delà de détruire un certain nombre de droits des salariés, ne permet pas aussi une progression sociale et économique de toute une frange de la population. Et donc, le plein emploi, oui, mais quel emploi? Pour quel salaire? Et ces emplois bullshit, pour tracer à gros traits, ils ne viennent pas répondre à la peur de dépossession dont parlait Marie. Donc, évidemment, la croissance, ça aide. Hein, je ne vais pas dire le contraire, et ça, sans doute que ça aidera à baisser le score de l'extrême droite, mais je ne crois pas que ce soit suffisant, surtout que là, on est arrivé quand même à un certain niveau, à 42%, où plus le score est élevé, plus la probabilité, plus c'est banalisé, plus pourquoi pas en fait, pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas accéder au pouvoir? Sur les forces militantes en baisse, j'ai pas de réponse, hein, à part c'est ça, avoir un projet qui marque et puis avoir des gens motivés et mobilisés pour
pour convaincre d'autres. Est-ce que j'ai tout... Est-ce que j'ai répondu à tout? Sans doute pas, mais voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ce débat très intéressant. Je pense que les histoires dépossession et repossession est un point sur lequel il faut effectivement qu'on travaille, et ce qui concerne aussi l'incompétence de l'extrême droite. C'est un truc qu'on avait commencé à voir autour du Covid. Tous les gens qui ont commencé à expliquer qu'il fallait pas se vacciner, que ceci, que cela, ont quand même été balayés. Bon, ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra qu'on travaille. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler sur d'autres sujets ce type de format de réunion. Et puis, voilà, merci beaucoup, et n'hésitons pas à éventuellement continuer à discuter un peu et informellement.